Nous allons commencer ce conseil municipal et donc je vais procéder à l'appel. Alors, monsieur Guy Leviquian, présent. Madame Parole Bessy, monsieur Missonnier Sylvain, madame Gérard Josiane, monsieur Bonjean Stéphane, madame Florence Janine, absente, a donné procuration à madame Parole Bessy, monsieur Boulingas Grégory, madame Lucar Delphine, madame Charvigan Josiane, monsieur Villebrun Bernard, absent, a donné procuration à madame Rochon, monsieur Fernandez Afonso, madame Dargon Véronique, monsieur Bouvier Emmanuel, madame Vaquers Carole, madame Rochon Valérie, monsieur Assas Saïd, monsieur Buzard Christophe, absent, a donné procuration à monsieur Missonnier, madame Logo Stéphanie, absente, a donné procuration à madame Chabridon, madame Clément Pauline, madame Marcos Nicole, madame Pasquale Daniel, monsieur Gauthier Paul, absent, a donné procuration à madame Pasquale, monsieur Rosier Philippe, madame Brussin Anne-Marie, madame Tangiani Émilie, monsieur Lafage Jérôme, absent, a donné procuration à monsieur Rosier. Le grand médiateur, nous pouvons donc commencer. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance madame Lucar Delphine. Alors, pour commencer ce conseil, il y a l'approbation du procès-verbal du conseil du 29 juin. Donc, vous avez tous eu en pièce jointe de la convocation. Est-ce que sur le procès-verbal de cette séance de conseil municipal du 29 juin, il y a des observations? C'est bon pour tout le monde, donc on peut procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La première délibération que nous allons aborder concerne l'urbanisme, et c'est donc M. Guy Lévic qui va vous la présenter. Bonsoir à tous. Alors, la première délibération de ce conseil est une délibération d'urbanisme qui concerne le renouvellement de la convention d'adhésion de la commune au service commun d'instruction des autorisations des droits des sols. Alors, depuis 2017, normalement, nous ne transférons plus les demandes d'autorisation, de permis de construire, d'autorisation des sols à la direction départementale de l'équipement, parce que c'était une compétence qui avait été transférée normalement dans les années 80 à certaines collectivités, et au fur et à mesure des années, les collectivités comme nous sommes rentrés dans les rangs. Étant donné que nous n'avions pas les moyens de faire ce genre de travail tout seul, la métropole, à l'époque, ou la communauté d'agglo, avait proposé à certaines communes de se regrouper avec Clermont-Ferrand pour pouvoir offrir ce service. Alors, en contrepartie, il fallait prendre une convention, et en contrepartie, avant, ce service qui était gratuit ne l'est plus, et il est devenu payant à l'acte. Alors, donc, on a adhéré parce qu'on n'avait pas les moyens humains et techniques pour faire ce travail. Donc, on a pris cette convention, on a signé cette convention dans l'année 2017. Elle était valable jusqu'au 31 décembre. Elle est toujours valable jusqu'au 31 décembre 2020. Donc là, il faut la reconduire. Alors, normalement, elle devait être réexaminée, mais étant donné le problème du Covid qui a eu lieu au printemps, la métropole nous a proposé, l'effet Larsen, la métropole nous a proposé de reconduire la même convention à l'identique, au même tarif pour 1 an supplémentaire. Donc, alors cette convention en fin de compte montre ce que nous on doit faire et eux ce qu'ils doivent faire. En général, tout ce qui est le contact avec les usagers, c'est nous, que ce soit au moment du dépôt du permis ou des demandes diverses d'autorisation jusqu'à la remise des documents. Et entre-temps, tout ce qui est l'étude et l'examen,
c'est les services de l'autorisation des sols de la métropole qui s'en occupent. Voilà. Alors, si vous lisez la convention, qui est assez intéressante parce que ça détaille toutes les étapes, de qui doit faire quoi et dans quelle procédure. Donc je vous invite, si vous l'avez déjà lu, tant mieux. Si vous l'avez juste parcouru, je vous invite à bien la lire parce que c'est vrai qu'on y apprend des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ou à aller voir Myriam pour lui demander des précisions. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des interrogations supplémentaires? Non. Bon. Je vais demander au maire de faire procéder au vote. Alors, concernant cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, la prochaine délibération est une délibération de l'administration générale et elle concerne l'adoption du règlement intérieur de la commune. Donc, à chaque élection, quand un conseil municipal est en place, il a 6 mois pour développer le règlement intérieur qui va régir un peu le cadre de fonctionnement du conseil. Voilà, donc vous avez eu cette proposition de règlement intérieur. Alors, petite précision, le règlement intérieur, il est fait à partir de textes d'un cadre réglementaire qui existe. On n'invente pas les articles, c'est pour ça qu'en règle générale, vous avez d'ailleurs la référence à l'article qui est posé par l'État sur la constitution de ces règlements. Voilà. Donc, ce qui vous est proposé là, voilà, après que vous l'ayez lu normalement au préalable, c'est qu'on se positionne sur ce règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ou autre chose concernant ce règlement? Oui, j'ai une question. Ça fonctionne? Ça va? Il fonctionne? Non, Monsieur Loyal. Ça n'a pas bougé. Oui, alors merci de me donner la parole. Une question sur l'article 37 du règlement intérieur en ce qui concerne les comités consultatifs. Moi j'aimerais savoir comment sont constitués ces comités consultatifs. Est-ce qu'il s'agit de ces fameuses commissions que l'on peut ouvrir à la population? Ça c'est la première question. Et la deuxième c'est s'il s'agit de la création de ces comités, comment sont recrutés les membres de ces comités? Oui, il s'agit de ce qu'on avait déjà évoqué dans les conseils, réunions précédentes, c'est d'avoir des commissions qui puissent s'ouvrir à la population pour participer à des groupes de travail sur certains projets, objectifs qui peuvent être développés par ces commissions. Donc les commissions en place intérieures, comme il est dit d'ailleurs dans le règlement, les commissions intérieures peuvent mettre en place des comités consultatifs, donc c'est bien chaque commission qui décide de les mettre en place. Ces groupes de travail peuvent avoir un effectif de 6 à 10 membres hors élus. Donc chaque commission ayant déjà 6 élus, ça peut aller donc jusqu'à faire un groupe de travail qui puisse être jusqu'à 16. Quand une commission décide d'ouvrir un groupe sur une thématique ou sur un projet particulier, voilà, ce groupe-là sera communiqué à la population que ce groupe-là sera mis en place, de façon à ce que les gens qui sont intéressés pour venir participer à ces travaux puissent se faire connaître auprès de l'adjoint en charge de cette commission.
Et en fonction du nombre de personnes qui font, voilà, il y aura entre 6 à 10 personnes. S'il n'y a pas plus de 6 à 10 personnes, ben, les personnes qui se positionneront pourront faire partie de ce groupe-là. S'il y avait plus de propositions, à ce moment-là, c'est moi le maire, qui désignera les membres amenés à participer à ce groupe de travail. Ça répond à la question ? Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions ou... Non ? On peut passer au vote du règlement intérieur ? Donc, sur l'approbation de ce règlement intérieur, qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. La délibération suivante. Donc elle concerne en fait l'augmentation du temps de travail d'un agent, voilà, qui n'était pas à temps plein, qui était sur un 31-35e et qui va passer à temps plein, puisque vous savez que dans la situation actuelle, notamment en particulier avec la crise du Covid, nous avons besoin d'un volume, ne serait-ce que sur l'entretien, la désinfection, etc. des locaux. On a une charge de travail qui a largement augmenté et qui va au-delà de la capacité que l'équipe d'agents qui avait en charge ces missions-là prenait jusqu'à maintenant. Donc, parmi les solutions pour pallier donc, à ce surcoût de travail, il y avait la possibilité d'un agent qui était intéressé pour, en plus, de passer de 31 heures à 35 heures pour cet agent-là. Donc cette délibération positionne cette augmentation de temps de travail. Des questions, des observations ? Peut-être, sauf parce que j'ai mal écouté, c'est dans quel service? Je sais qu'on ne donne pas les noms, mais si on peut au moins connaître... C'est le service de ce qui, l'équipe qui gère tout ce qui est entretien sur la commune et notamment les heures qui sont liées au ménage, à la désinfection de tous les locaux, l'ensemble des bâtiments publics. On peut passer au vote. Alors, pour cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La délibération suivante concerne la création d'un poste de technicien. Donc, vous savez que depuis quelque temps, on n'avait plus de responsable des services techniques. Pour le mandat précédent, pendant quelques années, on avait trouvé des solutions mais qui n'ont pas pu, puisque la personne qui avait été recrutée se retrouve en situation de maladie et ne peut plus occuper son poste. Voilà, donc l'an dernier, nous avons recruté une personne sur un an pour voir comment les choses se passaient. Est-ce que les compétences attendues et les missions qui correspondaient à ce poste-là pouvaient être remplies par cette personne. Il s'avère que là, on arrive au bout de l'année, que cette personne-là a rempli avec satisfaction du coup aux exigences et aux missions qui lui avaient été confiées. Et donc, il lui a été proposé de rester puisque on a besoin d'avoir un responsable au niveau des services techniques. Il lui a été proposé donc d'avoir un poste de technicien à temps complet. Donc c'est une personne qui est déjà en poste, qui était chez nous depuis un an, mais pas sur un poste qui a été créé jusqu'à maintenant. Voilà, sur un contractuel qu'on propose donc d'intégrer dans nos effectifs. Alors avec une période bien sûr de stagiarisation comme il se doit avant d'avoir une éventuelle titularisation par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre la voix de M. Guillet. Oui, simplement une précision par rapport au tableau des effectifs pour qu'on soit bien clair. Sur le tableau des effectifs, donc apparaît un poste de technicien en poste ouvert. Et après, le poste est indiqué vacant aussi. Donc, en fait, pourquoi y a-t-il lieu de créer un poste?
cette précision qui était souhaitée. C'est juste le grade sur lequel il est recruté. Il est recruté sur un poste de technicien. Oui, Le tableau, c'est à partir de ce conseil-là. C'est ça? Ah, eh ben, je ne sais pas, justement. Oui, oui. Justement, ça fait partie de la question. Est-ce que vous avez déjà modifié le tableau de sorte à intégrer déjà ce personnel sur ce grade-là, auquel cas, effectivement, il y a un poste ouvert, vacant, et donc vous allez le pourvoir ou pas? Parce qu'il y avait déjà eu des modifications lors du dernier conseil, avec des modifications de postes, des postes supprimés, etc. C'était pour clarifier. C'est pour nous nécessaire, on va dire. Merci. C'est que sur le tableau, il y a le poste de technicien principal première classe ne va plus apparaître. Il ne devrait déjà pas y être d'ailleurs. Et donc l'agent en question est sur le poste de technicien qui est juste en dessous. Mais ce poste de technicien principal première classe n'apparaîtra plus sur le tableau. C'est celui qui a été supprimé le dernier conseil. Pardon ? Je disais, c'est peut-être celui qui a été supprimé lors du dernier conseil, technicien principal, non? Oui. C'est au dernier conseil, oui, il me semble qu'on l'a fait la modification. Ça apparaît au PV. Oui, c'était un Ouais. Voilà, c'est qu'il ne doit plus apparaître effectivement sur le tableau, c'est que ça n'a pas été modifié. Donc ça, en fait, c'est le tableau des effectifs au 1er septembre ou au 30 septembre. Parce qu'il y a le poste de technicien. Oui, avec l'oubli d'effacer ce poste de technicien principal première classe. Donc vous pouvez le barrer là, d'ores et déjà, ce poste-là. Oui, je suis barré. Ça, c'est mieux. D'autres questions? On peut passer au vote pour cette délibération. Alors, concernant cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La délibération suivante sont des créations d'emplois. Alors juste une petite explication. On a des agents contractuels en CDD qui interviennent notamment dans le cadre du périscolaire pour pouvoir avoir les taux d'effectifs nécessaires sur l'encadrement des enfants. Vous savez qu'on est régi par la réglementation jeunesse et sport d'avoir un adulte pour tant d'enfants, etc. Voilà. En plus là tout de suite avec un complément d'heures nécessaires pour ce qui concerne la désinfection des locaux et notamment du groupe scolaire. Donc ce sont là en fait des agents qui sont déjà chez nous, qui étaient en poste sur des CDD, mais il faut qu'on fasse apparaître les postes sur lesquels elles sont positionnées qui n'étaient pas dans le tableau des effectifs. Et donc on met ces postes dans le tableau des effectifs pour que elles soient, l'embauche, même si elles sont contractuelles, correspondent à un poste existant. Est-ce que c'est clair ou pour tout le monde? Voilà, donc c'est pas un recrutement d'agents supplémentaires, ce sont des personnes qui sont déjà en poste sur la commune, qui travaillent déjà en tant que contractuels, mais qu'on fait apparaître sur le tableau des effectifs pour que leur poste contractuel corresponde à un poste existant. Alors, pour cette délibération, on peut passer au vote, c'est utile pour tout le monde. Donc, qui... Excusez-moi, juste, ces postes-là n'étaient pas sur le tableau effectif, même dans la catégorie des contractuels. Non, c'est ça. Donc c'est une mise à jour du tableau. D'accord. Pour régulariser 5 agents. D'accord. Et il n'y a pas d'augmentation de temps de travail? Non. D'accord. Non, il n'y a pas. Il y a même pour certaines une diminution du temps de travail puisque c'est tous les postes qui sont en dessous de la mi-temps. C'est des compléments d'heures, voilà. Alors pour cette délibération, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, c'est pareil, ça concerne un agent qui est déjà en poste sur
la commune et qui intervient aussi au niveau de l'équipe périscolaire. C'est une régularisation en fait de tous de ces agents-là qui sont des agents contractuels. Et là aussi, c'est le recrutement qu'on lui fait, le contrat qu'on lui fait chaque année. Donc là, pour lui le renouveler pour cette année-ci. Sur une période de 12 mois, sur un temps qui est de 31 à 35e, c'est ce qu'elle effectue, et qui sera dans le même cadre que les agents dont on vient de parler l'année prochaine, puisqu'elle ne pourra plus bénéficier de ce type de contrat sur cette durée-là l'année prochaine. Elle a la possibilité de pouvoir en bénéficier encore une année, et l'année prochaine, elle sera aussi contrainte, soit voir un poste avec une autre collectivité, soit d'être sur un maximum, un mi-temps au sein de notre commune. Voilà. Mais cette année, elle peut bénéficier, donc voilà, ça nous évite d'avoir un autre recrutement pour avoir de mi-temps et de maintenir cette personne-là qui remplit complètement, elle aussi, avec satisfaction, sa relation, aussi bien avec l'équipe qu'avec les enfants dans sa mission d'encadrement. Donc là aussi, il ne s'agit pas d'une embauche supplémentaire, c'est quelqu'un qui est déjà dans mon effectif au niveau de la masse salariale. Des observations, des questions? Alors, je vous propose de passer à cette délibération au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La délibération suivante concerne le recrutement d'un agent donc non titulaire, contractuel, pour remplacer momentanément des agents absents. Alors c'est une délibération par anticipation. Et si on a, le principe c'est que si on a des agents qui viennent pour une raison ou une autre à ne plus pouvoir assumer leur mission et leurs fonctions et ne plus être sur leur poste, cette délibération nous permet de pouvoir recruter quelqu'un pour compenser l'absence de ces personnes-là. Voilà, donc, mais pour l'instant, elle ne vise personne pour le moment. C'est juste en prévision, prévoir que si on était amené, puisqu'on a déjà eu certaines expériences donc d'agents qui se trouvaient inquiets là, et que des fois après les temps de recrutement, etc., mettent en difficulté les services, et là ça nous permet de pouvoir intervenir plus rapidement sur le remplacement d'un agent qui éventuellement ne pourrait plus assurer ses fonctions. Voilà, des questions? Il ne me semblait pas que ça relevait de la compétence du conseil municipal, que seulement vos prérogatives, mais bon, puisque vous nous le soumettez, on va délibérer tous ensemble. Voilà. Mais il ne me semblait pas que c'était quelque chose qui nécessitait une délibération. Pourquoi pas? Au moins ça mérite de pouvoir être dans la transparence et que vous sachiez, et les uns et les autres, les modalités de ce qui peut être amené à arriver éventuellement par la suite. Donc pour le vote de cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante concerne tout ce qui est la mise en place des dossiers retraite de nos agents. On n'a pas au sein de nos effectifs un agent qui a la compétence et les qualités pour pouvoir suivre et mettre en place les dossiers retraite de tous les agents, et c'est donc le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme qui assure ce service pour nous. Quand un agent souhaite partir en retraite, c'est auprès du centre de gestion donc que son dossier est mis en place, son calcul de retraite, etc. Toute la partie administrative, la même chose que pour tout salarié hors fonction publique, c'est l'équivalent du travail que fait la CARSAT. Mais dans le cadre de la fonction publique, pour schématiser. Voilà. Donc c'est de renouveler l'adhésion qu'on a avec le centre de gestion pour que ces dossiers retraite puissent être traités convenablement par des services compétents. Des questions? On met la délibération au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci.
La délibération suivante concerne cette fois-ci l'adhésion. C'est le même principe que pour les retraites, mais pour ce qui concerne tout ce qui va concerner la médecine du travail, accident du travail, etc. Voilà, dans le cadre de la fonction publique. C'est donc le centre de gestion de la fonction publique qui assure cette mission-là pour nous, le suivi administratif des dossiers, de la prise en charge des agents, puisqu'on n'a pas au sein de la commune de Blanza un service de santé au travail. Voilà. Et donc on délègue cette compétence-là au centre de gestion. Donc là, de la même façon qu'on l'a fait pour la délibération précédente, c'est l'adhésion pour renouveler ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions? On choisit quelle option? Dans la convention, il y en a 3. Option 1, option 2, option 3. Avec la question qu'on se posait. Les options. Oui, c'est l'option 1 qui prend en charge la totalité pour qu'il y ait la meilleure couverture possible pour les agents. C'est bon, on peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante concerne l'approbation du plan de formation auquel les agents ont droit et peuvent bénéficier. Alors, ce plan de formation que vous avez eu en annexe et que vous avez du coup eu le temps de parcourir a été validé par le comité technique en janvier dernier et donc il vous est proposé de le valider afin de permettre aux agents qui le souhaitent ou qui sont dans l'obligation pour certains cadres de formation de pouvoir suivre ces formations sans difficulté. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut procéder au vote. Alors, pour cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La délibération suivante est la continuité de celle qu'on vient de voter, puisqu'après avoir voté le plan de formation, il faut voter le règlement de formation qui accompagne ce plan et qui va avec. Donc là aussi, c'est en fait le cadre réglementaire qui permet de mettre en application le plan de formation qu'on vient de voter à l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur, Quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez du comité technique, c'est le comité technique, pas en interne à la commune, il n'y a pas le nombre d'agents requis, c'est le comité départemental classé auprès du centre de gestion. Oui, c'est ça. D'accord. C'est bon, pas d'autres questions? Alors, pour cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante concerne la désignation d'un membre du conseil municipal au sein du CNAS. Le CNAS, c'est l'équivalent en fait d'un comité d'entreprise dans le privé. Donc nous adhérons à ce comité national d'action sociale afin de permettre aux agents de la commune de bénéficier, comme dans tout CE, un comité d'entreprise, de certaines réductions pour les sorties ou autres, voilà, enfin dans le même type d'offre que peut proposer un comité d'entreprise. Donc, au sein de ce CNAS, il faut qu'on désigne un membre du conseil municipal pour siéger au sein de ce CNAS. Et donc, il vous est proposé la candidature pour le comité national d'action sociale de l'adjointe aux affaires sociales, ce qui me semble un peu plus logique, donc Madame Lucas Delphine, qui vous ne le voyez pas, mais est souriante à cette annonce. Je le vois dans son regard. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? On peut procéder au vote. Donc pour la candidature de Delphine Lucas au sein du CNAS, qui est contre? Qui s'abstient? 6.
Et donc, je vais quel 21 pour. Alors après avoir bien délibéré sur l'humain, on va un petit peu délibérer sur les animaux. Donc il s'agit à travers cette délibération de renouveler le contrat avec l'APA. Ce contrat avait été renouvelé la dernière fois en 2017 pour 3 ans. Donc il arrive à expiration à la fin de l'année, le 31 décembre, donc il s'agit de le renouveler. Il faut savoir que la commune, donc lorsqu'il y a un animal errant, est tenue de le récupérer. Ce n'est pas l'APA qui le récupère, c'est la commune. Donc à la suite de ça, eh bien, on amène, c'est la commune qui fait le transfert de l'animal de la commune à l'APA, donc qui se situe à Gerzat. Et c'est l'APA qui est chargé normalement de rechercher le propriétaire, de faire toutes les investigations en ce sens et puis de le faire récupérer ou pas, parce qu'il y a des animaux qui ne sont jamais récupérés, donc après c'est l'APA qui garde. Il faut savoir que nous avons au sein de notre commune fait l'acquisition d'un lecteur de puces et nous avons l'adhésion à l'ICAD, l'identification des carnivores domestiques. Donc si pour une raison ou pour une autre vous voyez chargé d'un animal errant, vous pouvez venir à la mairie, on fait la lecture de puce s'il existe cette lecture de puce. Comme on est relié au fichier, on peut trouver le propriétaire et éventuellement faire nous-mêmes les démarches qui évitent quelquefois de soucis, de temps perdu. Voilà. Mais normalement, c'est l'APA qui est chargé de faire ce genre d'investigation. Donc, à travers cette délibération, il faut que nous renouvelions le contrat pour une durée de 3 ans. Est-ce que vous avez des questions? C'est juste la précision, en dehors des horaires de travail du personnel communal, du coup. C'est l'élu d'astreinte qui est souvent sollicité, voire le maire directement. Oui. Je vous parle par expérience. C'est pour ça que le lecteur de puce, on en a fait l'acquisition parce qu'il nous a bien été utile. Ça a permis de retrouver le propriétaire tout de suite et d'éviter le transfert à l'APA. Il faut savoir quand même qu'il y a des amendes à la clé, donc c'est dans la bonne relation avec les administrés, ça évite souvent ce genre de désagrément. Monsieur le maire. Donc je vous propose de mettre au vote cette délibération concernant la convention avec l'association protectrice des animaux pour la garde des animaux capturés dans le cadre de la fourrière. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Je voudrais préciser, pardon, monsieur le maire, on vote aussi les nouveaux tarifs. Oui, dans la délibération, il y a les tarifs et donc le vote de la délibération implique le vote des nouveaux tarifs. Donc, vous l'aviez perçu. Pour la prochaine délibération, je vais passer la parole à monsieur Missonnier, puisque cela concerne la jeunesse et la petite enfance. Bonsoir. Donc ce soir, nous avons 3 délibérations qui concernent la jeunesse et l'enfance à vous présenter, surtout la petite enfance, car ça concerne essentiellement l'association Pain d'épices. Donc la première délibération, c'est l'avenant numéro 2 du contrat enfance-jeunesse avec la CAF, donc suite à l'augmentation des capacités d'accueil de l'association Pain d'épices. Il y a eu une place supplémentaire qui a été octroyée, enfin qui a été ouverte à l'association Pain d'épices en 2019. Et ça a été, donc il y a eu un avenant qui a suivi, qui a été voté en 2019. Nous sommes en 2020, il faut voter une deuxième fois cet avenant. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre donc, de la prestation de services contrat enfance-jeunesse. On perçoit donc de la CAF des subventions, des prestations, et après que nous pouvons reverser donc à l'association Pain d'épices. Donc, monsieur le maire demande l'autorisation à signer l'avenant numéro 2 que vous avez eu donc, en pièce jointe, suite à la convention d'un contrat enfance-jeunesse pour l'augmentation de la capacité d'accueil du multi-accueil Pain d'épices sur la durée du restant du contrat, et donc, en conséquence, la hausse du montant annuel de la PSEJ. Et également donc l'autorisation à reverser ce montant annuel correspondant à l'augmentation de la capacité d'accueil à l'association Pain d'épices. Je
ne sais pas si vous avez des questions. Éventuellement, si vous connaissez, mais c'est pas mutuel, donc c'est juste pour avoir en tête, le montant de la participation CAF annuelle, est-ce qu'on... Une autre fois dans quel ordre? Oui, non, mais... Non, mais il n'y a pas d'urgence. Oui, c'est de mémoire, je dirais 40-45 000 euros. 40, 45 000. Oui. En moins, oui, bien sûr. Il y a un montant qui est donné, mais après, c'est voilà, sur la participation réelle. Mais voilà, c'est 45 000 dans le cadre du contrat enfant-jeunesse. Alors c'est un deuxième avenant, je peux vous expliquer parce que du coup, on avait signé un avenant puisque cette place elle a été attribuée avant, mais que la CAF avait fait le choix par rapport au fait qu'il y ait des élections municipales, de faire un avenant qui soit sur la durée, qui va jusqu'à la fin du contrat enfant-jeunesse, une fois les élections passées. Donc on avait signé un avenant provisoire, mais la place existe déjà, voilà. On peut procéder au vote pour cette délibération. Donc, concernant cette délibération, donc l'avenant numéro 2 du contrat enfant-jeunesse, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. La deuxième délibération concerne le renouvellement de la convention de partenariat entre la commune de Blanza et la commune de Nonain. Donc, depuis novembre 2019, une convention de partenariat est signée entre la mairie de Blanza et la mairie de Nonain. Elle définit les modalités relatives à la participation de chacune des deux communes au fonctionnement de la crèche multi-accueil Pain d'Épices. Cette convention prenait fin donc, le 31 décembre 2019. Elle doit être renouvelée pour 2020 en confirmant les dispositions antérieures qui sont que la commune de Nonain, au regard des enfants des familles domiciliées sur son territoire, qui fréquentent régulièrement la crèche susvisée, participera au fonctionnement de cette structure en versant la somme de 10 000 euros. Cette somme sera mandatée à la commune de Blanza qui elle-même la reversera immédiatement à la crèche Pain d'Épices. Donc on demande d'approuver le contenu de la convention jointe en annexe et ainsi d'autoriser à signer cette convention et à régler les formalités administratives. Pour avoir quelques informations supplémentaires, je vais passer la parole à Pauline qui connaît très bien cette structure pour donner le nombre de familles qui bénéficient de cette structure. Oui, moi je voulais juste rajouter, dans le cadre de cette délibération, vous donner les chiffres de fréquentation de la structure, notamment dans le cadre du partenariat avec la commune de Nonain, parce que dans le document que vous avez eu, vous avez le montant de la subvention que donne la commune de Nonain, et vous avez aussi le montant, pour rappel, que donne la commune de Blanza à la structure. Et juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, effectivement, il y a 17 places à la structure, dans la multi-accueil Pain d'Épices, mais il n'y a pas que 17 enfants parce que selon les contrats, les enfants viennent sur quelques jours ou sur toute la semaine. J'ai pas pu vous donner les chiffres de 2020 parce que c'est une année en cours, il y a un fonctionnement sur une année civile, donc en fait c'est pas du tout clair de vous donner les chiffres actuels parce que l'année n'est pas terminée, il y a encore des enfants qui arrivent en novembre, décembre, enfin on est sur la fin de l'année. Donc j'ai récupéré les chiffres de 2019, donc du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il y avait donc 34 enfants de Blanza accueillis sur la structure, 7 enfants de Nonain, et donc ensuite il y a un enfant de Sébaza, un à Orsine et 2 à Saya. Alors ça c'est souvent des familles qui déménagent en cours de route, c'est-à-dire qui étaient à Blanza au début de la vie de l'enfant puis qui déménagent, donc qui gardent leur place. Et il y a eu un accueil d'un enfant en occasionnel qui habitait Châteauguay, qui était un enfant qui avait un handicap, qui était sourd, et c'était vraiment un projet de la structure de l'accueillir et donc d'accepter qu'il ne soit pas sur la commune de Blanza. Voilà, je souhaitais repréciser ces chiffres pour que ça soit clair pour tout le monde par rapport à cette convention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon. Pour information aussi, du coup, la commune de Nonain doit passer une délibération équivalente de la convention cette semaine aussi en conseil municipal.
on peut procéder au vote de cette délibération. Donc, pour cette délibération, concernant le renouvellement de cette convention de partenariat Blanza-Nonan Pain d'Épices, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Et je repasse à nouveau la parole à M. Missonnier. Donc la troisième délibération et la dernière concernant l'enfance-jeunesse, c'est encore concernant Pain d'Épices, l'association Pain d'Épices, et c'est la convention entre la commune de Blanza et l'association. Donc vous l'avez vu en annexe, vous avez pu la parcourir, ça reprend surtout les principaux aspects de la participation que la commune de Blanza finance cette structure, donc le financement de cette structure. Il y a donc les montants alloués notamment à cette structure qui est d'une valeur de 16 000 €. En plus, il y a une estimation, une subvention en nature qui est estimée à 11 800 €. Donc cette subvention comprend la location du local, avec donc un Auvergne Habitat, plus les charges qui sont afférentes, les frais de téléphonie et donc une dotation annuelle de frais de produits d'entretien. Donc ça fait un montant de 11 800 € en plus des 16 000 €. En plus, monsieur le maire donc, rappelle qu'il y a une participation de 10 000 € de la commune de Nonan, comme on a vu tout précédemment. Voilà, donc on vous demande d'approuver la reconduction de cette convention. Là, vous trouverez le projet qui est 6 juin, et d'autoriser à signer la convention et à régler les modalités administratives avec la structure. Est-ce que vous avez des questions ? L'association n'a pas demandé de complément de subvention, enfin, un peu plus que ce qu'elle touche. Non, pas cette concernant. Ou pas encore. Comme il fonctionne en année civile, c'est vrai que tous les bilans financiers, leur assemblée générale, n'a pas encore eu lieu. Donc, effectivement, souvent en début de l'année suivante, on refait un point pour voir ce qu'il en est, voir éventuellement avec la CAF, etc. Voilà, dans le cadre du compte, puisqu'ils ont intégré, ils intègrent le contrat enfant-jeunesse de la commune. Voilà, donc il se peut qu'à ce moment-là, il y ait peut-être éventuellement une révision ou besoin de s'il y a une difficulté particulière ou autre. Et qu'on soit amené, en tout cas, à se positionner sur comment on réagit face à cette structure-là, sachant que c'est la seule structure d'accueil collectif de petite enfance sur notre commune, et qui était longtemps sur notre territoire, mais ça y a maintenant une crèche, on en a une aussi, mais pendant longtemps on était pratiquement sur la vallée du Bédal, une des seules structures d'accueil collectif, et il est quand même important de pouvoir offrir cette possibilité-là et aux enfants qui sont accueillis et aux familles qui privilégient un accueil collectif plutôt qu'un accueil individuel chez une assistante maternelle, et que les deux formes d'accueil soient présentes sur la commune. Surtout que je le redis, je l'ai dit souvent sur les conseils municipaux précédents en tant qu'adjoint enfance-jeunesse, de la part des professionnels de la petite enfance, nous avons la chance d'avoir une structure dont les professionnels sont, que ce soit à la CAF ou autre, reconnaissent la qualité du travail qui y est fait, et voilà, c'est plutôt une crèche une structure pour laquelle on est très régulièrement félicité. Voilà. D'où le projet aussi, quand Pauline tout à l'heure évoquait un projet d'un accueil un peu spécifique avec un enfant porteur de handicap, c'était une sollicitation aussi que Pain d'Épices nous avait faite et que la CAF nous avait fait, que ce projet-là, c'était une volonté aussi qu'il se fasse sur cette structure-là, de par sa capacité et la qualité de travail qui était mise en place. Voilà. Il y a celle de la crèche de Cébazat aussi, mais qui est tout le temps à saturation, qui est déjà insuffisante. Comme la plupart des crèches d'ailleurs. Voilà. On voit que Nonan, même en ayant fait une structure sur son territoire récemment, maintient quand même la convention qui nous lie à eux pour avoir la possibilité d'avoir aussi un accueil ici, parce que même en ayant fait une crèche, c'est toujours pas suffisant. Donc, on peut passer au vote pour cette délibération. Donc concernant la convention entre l'association Pain d'Épices et la commune de Blanza, qui est contre,
Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Pour la délibération suivante, je vais donc passer le micro et la parole donc à Madame Gérard. Voilà, la délibération suivante concerne une convention coopérative d'une école intercommunale de musique de la vallée du Béda entre 5 communes qui sont Sébaza, Blanza, Châteauguay, Durtol et Menon. Cette convention a été signée le 6 novembre 2015. C'est la première coopération des 5 communes en 2015. Avant, la première coopération s'est faite en 2001 avec Sébaza Châteauguay, puis en 2003 avec Blanza. Pour cette convention, concerne la mise en commun de moyens humains et de moyens et de matériel et de bâtiments. Ça veut dire que sur le territoire de la vallée du Béda, les enfants peuvent bénéficier de la même offre de l'école de musique. Habitant Blanza, ils peuvent par exemple aller à Durtol faire du piano ou aller à Sébaza faire du trombone ou de la trompette, puisque Sébaza c'est le département plutôt des instruments avant. Et ça permet aussi de mutualiser les moyens en personnel, notamment le directeur de l'école de musique qui s'occupe de l'ensemble de la structure, et de mutualiser aussi la secrétaire et le régisseur, qui après est partagé en fonction d'une clé de répartition. Que peux vous dire? Alors, je peux vous dire également que ça permet aussi d'avoir une harmonisation des tarifs sur le territoire intercommunal, et puis que chaque commune finance à hauteur de ses moyens en investissement et en fonctionnement pour l'école de musique. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, je peux répondre. Juste pour préciser, mais vous l'avez dans le contenu de la délibération, mais c'est un point quand même important à remarquer, c'est un partenariat coopératif entre les 5 communes qui est unique sur le territoire de la métropole. Il n'y a pas d'autres partenariats coopératifs existants sur la métropole, et c'est ce qui a permis à chacune des communes de pouvoir avoir l'offre qui est faite donc du coup à la population de l'ensemble de ce bassin de l'école de musique, donc d'avoir accès à ces possibilités de cours d'instruments, de jouer, de découvrir la musique, de vivre des concerts, etc. De par cette école, parce qu'elle est quand même plutôt là aussi très reconnue et réputée dans son fonctionnement et dans ce qu'elle amène et dans la qualité du travail qui est fait là encore par les professionnels qui y interviennent. Voilà, et pour ajouter aussi, c'est 600 élèves, donc après le conservatoire on se place premier, et environ 30 professeurs. On peut procéder au vote pour cette convention. Donc pour la convention coopérative d'une école intercommunale de musique de la vallée du Béda, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, la programmation 2020-2021, c'est une programmation qui va être un petit peu difficile dans le contexte actuel, puisque le 17 octobre, la direction des connaissances du monde nous a informé qu'elle se retirait et qu'il n'y aurait pas de ciné-conférence, donc on en avait prévu 4. Donc cette année, nous n'aurons pas de ciné-conférence à la Muscade. Ils se sont retirés de toutes les salles au niveau national, parce qu'ils ont estimé qu'il y avait de plus en plus de départements qui étaient en zone rouge et qu'ils ne voulaient pas se retrouver à annuler comme ils ont annulé dernièrement au fur et à mesure.
Donc c'est vrai que notre saison, elle va être un petit peu compromise par rapport à cette chose-là. Et dans la mesure où pour l'instant, les textes disent que pour les salles qui sont de moins de 5000 places, 5000 places, on peut accueillir les gens masqués sans distanciation, c'est-à-dire un siège sur deux. Mais bon, c'est laissé à l'appréciation du préfet. Et pour l'instant, bon, le préfet n'a pas réagi, mais il peut aussi demander à ce qu'il y ait un siège sur deux ou alors interdire complètement ces manifestations. Donc, je vais vous balayer un petit peu le programme. Donc il y aura 6 spectacles professionnels. Si je mettais mes lunettes, je verrais plus clair. Le premier spectacle aura lieu lors de la présentation qui sera le 14 novembre. C'est une présentation avec un duo qui est Eric Touly et Lou Bolt. Puis après, nous aurons en décembre l'inauguration de la salle des fêtes, qui est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Fraissinet et Dubois, qui sont les Gaudens. Puis après, nous aurons un jeune public, c'est le journal Secret du Petit Poussé au mois de décembre, pendant les fêtes de fin d'année. Puis après, un autre jeune public, La Mouette et le Chat. Et qui sera en février, le 7 février. Le 27 février sera présenté le film qui a été réalisé par Cédric Clio sur le temps d'un vigneron auvergnat, suivi d'un groupe musical. Puis en février, nous aurons Aquarella. Aquarella devait avoir lieu l'année dernière et suite au Covid, il a été annulé, donc nous l'avons repris pour... Et dans le cadre ça aura lieu le 20 mars, et dans ce cadre-là, souvent, en mars, l'école de musique de la Vallée du Béda est partenaire avec un spectacle de la saison culturelle et travaille autour d'une masterclass. Puis il y aura les résidences traditionnelles que vous connaissez, la danse le 8 mars pour la journée de la femme avec la compagnie Rachel Anon. Après une autre résidence des musiques actuelles qui aura lieu le 17 avril, c'est les jeunes, un peu moins jeunes, de l'école de musique, de la musique actuelle qui montent un spectacle, qui sont en résidence et qui, à la fin de leur résidence, proposent ce spectacle aux Blancs-Atois et aux gens de la Vallée du Béda. Puis cette année, puisque tous les 2 ans, le professeur de chant, qui est Laurence Advé-Deschamps, nous fait une résidence d'art lyrique. Et cette année, elle reprend le journal d'un esclave et qu'elle met en scène. Et ce spectacle-là aura lieu le 24 avril et le 25 avril. Il y aura 2 représentations. Puis il y a une petite nouveauté cette année, nous allons mettre en place ce que l'on nous a appelé les Blanza Apéro. Ça sera une rencontre culturelle et autour d'un verre. Il y aura 4 Blanza Apéro, un en décembre, un en janvier, un en mars et en juin. Le premier sera après la représentation de l'inauguration de la salle des fêtes qui aura lieu à 18h. Pour lancer ce Blanza Apéro, c'est l'école de musique avec le département de jazz qui nous fera une petite représentation. Puis en janvier, ce sera de la danse. En février, le conte, et en juin, on aura une performance d'un peintre. Après, nous allons mettre en place aussi, mais ça sera un peu en dehors de la saison, mais c'est une information qui est importante aussi, des ciné de plein air. C'est basé à 2 ciné de plein air et on va essayer de voir en partenariat aussi avec l'ensemble des communes de la Vallée du Béda
si on ne peut pas mettre en place ces ciné de plein air pendant juillet-août et un peu tourner sur l'ensemble des 5 communes. Que puis-je vous dire d'autre? Les tarifs. Donc bon, on ne parlera plus de tarifs d'abonnés puisqu'on avait 2 spectacles jeunes publics, 2 spectacles dans la saison, plus 4 connaissances du monde. Les autres, ce sont des spectacles en résidence qui sont en entrée libre à la discrétion du public, donc vous ne pouvez pas rentrer dans nos tarifs. Les spectacles jeunes publics, on laissera un tarif unique à 5 €. Les connaissances du monde devaient avoir un tarif, les connaissances du monde devaient avoir un tarif abonné. Comme il n'y a plus de connaissances du monde, donc on n'aura plus de tarif abonné. Et les autres 2 spectacles, c'est-à-dire l'inauguration de la salle des fêtes et Aquarella, ils auront un tarif plein à 18 €, un tarif réduit à 14 € et un tarif carte à 16. Le tarif carte à 16, c'est les gens qui ont des cartes Sésame, CE ou COS. Et pour Aquarella, on met toujours un tarif spécial pour les élèves de l'école de musique qui participent à la masterclass. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres informations? Vous avez pu prendre connaissance du budget prévisionnel. Et nous allons déposer une demande de subvention, non pas pour une saison, mais pour des manifestations culturelles auprès du département. Puisque pour déposer une subvention dans le cadre d'une saison culturelle, il faut avoir au moins 7 spectacles. Voilà. Des questions, Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Josiane tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu compliqué puisqu'on navigue un peu à vue, mais comme pour tout, pas que pour la culture, mais globalement pour, on va dire, la vie sociale en général, et qu'on ne sait pas bien les contraintes qui nous seront imposées demain. Vers plus de liberté, ce qu'on espère, comme plus de restrictions aussi. On a quand même tenu à mettre en place cette saison en s'appuyant sur ce qui existait, sur ce qu'on faisait, en essayant de faire que les compagnies pour lesquelles nous avions annulé les spectacles l'an dernier dans le cadre du Covid puissent rejouer leurs spectacles, parce que c'était aussi une marque de solidarité auprès d'eux, puisque vous savez tous que les compagnies culturelles sont quand même en grande difficulté, avec la non-possibilité de jouer pendant quand même des semaines et des semaines, et aujourd'hui encore dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles. Voilà, donc reproposer à ces compagnies de reprogrammer ces compagnies cette saison, c'était aussi une marque de solidarité envers elles cette année. Maintenir donc, comme vous l'a dit Josiane, du spectacle professionnel qui soit là, avoir aussi une approche, ça c'est le côté un peu nouveau, aussi amateur et dans une forme plus conviviale autour du concept des blancs apéros, où si même dans la délibération c'est marqué apéro-concert, ce ne sont pas tout à fait des apéro-concerts, puisque vous l'avez compris, l'objectif c'est de croiser différentes formes de pratiques artistiques, plutôt en fin de journée, et de permettre à des gens peut-être qui n'oseraient pas franchir le cap d'aller voir un spectacle, etc., puissent venir s'autoriser autour d'un verre à découvrir ce que peut être le conte, ce que peut être la danse, ce que peut être la musique, ou ce que peut être la peinture, etc. Voilà. Et c'est une autre approche qu'on a souhaité mettre en place cette année. Et l'autre nouveauté, c'est le cinéma de plein air, qui se déroulerait sur la période d'été, pour aussi avoir quelque chose à proposer culturellement sur cette période où jusqu'à maintenant on n'avait pas de proposition qui existait, et que tous les blancs-notois ne partent pas forcément en vacances, et qu'il y a des gens qui sont encore là en juillet et août, et que d'avoir une possibilité aussi d'activité culturelle, une proposition culturelle, ça nous semblait pertinent pour eux. Voilà. On peut mettre au vote cette délibération, donc, de cette programmation. Donc, concernant cette programmation, qui est contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et je repasse la parole à Madame Perol-Bessy. Vous vous souvenez que lors du conseil municipal du 29 juin, nous avons délibéré afin de proposer à monsieur le directeur général des finances publiques une liste d'administrés pour que puisse se constituer la commission communale des impôts directs chargée d'évaluer les biens des particuliers. Bon, donc monsieur le directeur général des finances publiques a effectivement choisi parmi les administrés proposés et la commission communale des impôts directs a été formée. Mais cette commission communale des impôts directs, elle ne fait qu'évaluer les biens des particuliers, les valeurs locatives des maisons, des biens, des champs, des prés, enfin tout ce qui est propriété particulière. En ce qui concerne les locaux professionnels, ce n'est pas la commission communale des impôts directs qui en est chargée, c'est la commission intercommunale des impôts directs. Donc c'est Clermont-Auvergne Métropole qui est chargée donc d'évaluer ces biens professionnels, tous les locaux commerciaux, tous les locaux industriels, et d'évaluer donc toutes les valeurs locatives qui s'y rapportent. Pour ce faire, il faut que Clermont-Auvergne Métropole propose une liste de 40 noms, donc 20 titulaires, 20 suppléants pour former cette commission. Pour que chaque commune soit représentée, il est nécessaire que chaque commune propose un candidat. Donc c'est à travers cette délibération que nous allons proposer un candidat pour faire partie, pour que monsieur le directeur général des finances publiques puisse choisir et former cette commission intercommunale des impôts. Donc, le candidat commissaire représentant la commune de Blanza qui vous est proposé est Madame Christine Perol-Bessy. Est-ce qu'on peut passer au vote pour cette délibération? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 6. 21 pour. Pour la délibération suivante, je repasse la parole à Monsieur Yann Lévy. Alors cette délibération porte sur le renouvellement de la commission, sur la mise à disposition de la métropole de personnes communaux pour assurer la viabilité hivernale. Parce qu'il faut savoir que cette compétence normalement dépend de la métropole, mais étant donné qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel pour la réaliser et de matériel nécessaire, ils demandent à chaque commune qui compose la métropole de les aider. Donc on nous propose une convention comme on a depuis 2017 tous les ans, qui expose en fin de compte comment ça se passe, qui fait quoi et comment on est remboursé des frais qu'on avance, en particulier les frais de personnel, heures supplémentaires et usage du matériel. Donc la délibération porte sur cette convention qui détaille tout ce qui est la mise à disposition du personnel, l'usage du matériel et les remboursements qui vont avec. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Moi j'ai juste une petite interrogation sur les 4 ETP en question. Oui. Est-ce qu'on les a, nous, les titulaires? Oui, ce sont nos personnels techniques qui interviennent selon les astreintes qu'ils ont. Et bon, ils sont recensés auprès de la métropole et lorsqu'il y a un événement neigeux à ce moment-là et que les routes sont encombrées de neige, et bien, ils interviennent. Par contre, ils passent sous la responsabilité de la métropole à ce moment-là, comme étant leur personnel. Si je me trompe, temporaire. Quelque part, il fallait un encadrant aussi, non? Oui, mais il y a un encadrant. En général, ils sont 2. Voilà. Mais bon, c'est pour toutes les communes de la métropole. Voilà. Parce que sans ça, si on ne passe pas ces conventions, la viabilité hivernale, la métropole ne pourrait pas l'assurer. Donc c'est vraiment le service public par excellence là, dans nos régions. Chacun s'équipe un peu. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Non. Oui.
Alors, on peut faire remarquer que c'est un service qui est bien assuré et en général, les gens sont satisfaits, nos concitoyens le remarquent. Oui, mais la remarque, elle ne portait pas sur le service, mais c'est pas bien assuré. Non, mais celui-là, il est bon. Et il est utile à la population comme tous les autres, hein, mais celui-là particulièrement. Non, mais je veux juste insister sur le fait qu'on n'a pas transféré assez, enfin, c'est toujours l'histoire du transfert à la CAF. Non, c'est pour éviter des surcoûts en fin de compte. Parce que c'est vrai que c'est une période très précise qui va de novembre jusqu'à mars. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde, lorsque ça a été calculé, c'est vrai que ça correspondait, par exemple, j'ai l'exemple d'une commune où il disait que ça correspondait à un ETP annuel. Mais en réalité, c'est vraiment que des périodes précises. Et en plus, c'est variable d'une année sur l'autre. L'année dernière, il n'y a quasiment pas eu de viabilité hivernale mise en place parce que, alors la viabilité est bien mise en place, mais l'utilisation a été très très faible. Par rapport à il y a 2 ans où c'était du simple au double en montant remboursé, même au triple, il y a 3 ans. Donc ça, c'est variable d'une année sur l'autre. Mais bon, il faut assurer quand même le service au cas où. Voilà. Je vais demander au maire de faire procéder au vote. Alors, pour cette délibération mise à disposition de la métropole des personnels communaux pour assurer la viabilité hivernale, en Auvergne, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. La prochaine délibération concerne la désignation de délégués au sein du secteur intercommunal d'énergie de Clermont-Ferrand. Donc on a 2 sièges à pourvoir au sein de ce secteur intercommunal, un siège de titulaire et un siège de suppléant. Et donc il vous est proposé d'avoir M. Bernard Villebrun comme titulaire pour siéger à cette assemblée et M. Yann Guilvic suppléant. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Vous savez juste qu'on en avait déjà parlé lors d'une réunion du conseil, mais... Oui, oui, parce qu'on l'avait vu, parce qu'après ça passe en lien avec la métropole. Mais comme la métropole n'était pas installée, que maintenant elle est... Voilà. Donc il faut qu'on le passe pour que du coup avec la métropole ça puisse passer. Donc une petite précision par rapport à ça, c'est qu'on ne vous demande pas de désigner au syndicat intercommunal de gaz du Puy-de-Dôme, on vous demande de désigner au syndicat intercommunal d'énergie. C'est que chaque communauté d'agglomération a un syndicat intercommunal d'énergie où il désigne dans les communes des délégués et c'est après en conseil communautaire où il désigne parmi ces délégués les délégués qui vont représenter au siège. Voilà. On peut passer au vote. Alors, pour cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? 6. 21 pour. Pour la délibération suivante, je repasse la parole à M. Guilly. Alors ce soir c'est la soirée des conventions, parce que c'est encore une 3e convention que je vous présente. Alors cette fois-ci c'est avec le comptable public, ça porte sur les conditions de recouvrement des produits locaux. Alors c'est une convention qui est prise tous les 6 ans lors des renouvellements des conseils municipaux, parce que le trésorier normalement il prend en charge nos titres de recettes comme on les émet, et normalement il est censé récupérer l'argent qu'on lui réclame, parce que comme il les prend en charge, c'est à lui d'aller récupérer l'argent. Et il a pas mal de moyens pour le récupérer, mais bon, pour certains, en particulier tout ce qui est les saisies, que ce soit sur salaire, que ce soit sur CAF, que ce soit sur biens, que ce soit sur compte, il est obligé de nous demander une autorisation. Et pour éviter d'avoir à demander à chaque fois une autorisation et de retarder la procédure, il nous demande de conventionner, de l'autoriser, d'avoir une autorisation permanente pour pouvoir effectuer ces différentes saisies et ces différentes démarches pour récupérer l'argent que la mairie doit récupérer. Sans ça, s'il n'arrive pas à les récupérer rapidement, c'est de l'argent qui est dehors et qu'on n'a pas en trésorerie.
Et de plus, dans cette convention, c'est aussi pour simplifier en particulier tout ce qui est les faibles montants. Lorsqu'il y a des faibles montants de moins de 15 euros, de ne pas émettre des titres inférieurs à ce montant parce que ça a un coût au niveau du recouvrement, et d'attendre d'avoir au moins 15 euros pour pouvoir émettre un titre et puis que lui puisse les récupérer. Pareil pour des petits montants qui sont parfois des montants anecdotiques de 2, 3, 4, 5 centimes quand les gens font des erreurs, mais éviter de réclamer et de nous demander à nous, conseil municipal, d'effacer ce genre de petites dettes qui sont infimes et qui coûtent très cher en fait, à récupérer. Donc la convention est faite pour mettre de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne et que la commune puisse percevoir ces titres assez rapidement. Avez-vous des questions, des interrogations? Je vais demander au maire de procéder au vote. Alors, concernant la convention avec le comptable public portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, je vais vous présenter la décision modificative numéro 1 de 2020. En fin de compte, c'est vrai qu'on ne pensait pas en présenter une si rapidement. Mais au cours de l'été, on a eu différents petits événements qui nous ont fait qu'il fallait passer une décision modificative. Alors, je vais commencer plutôt par l'investissement, parce que le fonctionnement, en fin de compte, finance l'investissement. Dans l'investissement, nous avons un montant de 2866,04 de chaque côté au niveau du chapitre 041. Alors là, c'est à la demande du Trésor public. C'est une réaffectation de compte. Alors on pensait passer ça simplement en certificat administratif, mais bon, le Trésor ne veut pas. Il veut qu'on passe ça en écriture budgétaire, donc on le fait. On avait quelque chose qui était au compte 1331, qui était une subvention, qui était imputée à ce compte-là. Lui, il estime qu'elle ne devait pas être là, donc on la passe au 1341. Bon, c'est des jeux d'écriture, c'est neutre. Mais il faut quand même le passer en DM pour pouvoir passer la dépense et la recette. Ensuite, au chapitre 23, alors, construction, on a moins 16 601 parce qu'on avait prévu des choses, on avait au niveau de l'école, il nous restait des petites choses à payer, mais bon, en première vue, on ne les aura pas à payer cette année, donc on diminue ce compte. Et ça va permettre d'alimenter le chapitre 21, les 4 lignes suivantes. Alors en particulier le mobilier pour 5 501 €. En fin de compte, ça correspond à du matériel de cuisine qui a grillé, dont il faut le remplacer. Il y a eu un problème électrique, dont on les remplace pour ce montant-là. Ensuite, nous avons un montant de 30 000 €. Alors vous verrez qu'il est remboursé par l'assurance parce que c'est la rénovation au niveau du complexe sportif, au niveau des Velux, il y a quelques années, dont il y avait eu des choses qui étaient abîmées, dont on va la remplacer et on va améliorer la situation. Ensuite, on a eu un contrôle au niveau des contrôles électriques, dont on a des choses à rénover pour pouvoir être dans les clous, en particulier le local bouliste, l'église, il y en a pour 6 100 €. Et ensuite, on a remplacé le serveur informatique de la mairie pour 5 000 €. Donc ça nous fait différentes dépenses. En recette, nous avons un virement de la section de fonctionnement pour 30 000 €. Donc, vous tournez la page et là, on se retrouve en fonctionnement. Les 30 000 € qu'on avait en recette, en investissement, à ce moment-là, se retrouvent en dépenses, parce qu'on transfère cette somme du fonctionnement vers l'investissement. Ensuite, comme nouvelle dépense, étant donné qu'avec le Covid, on ne sait pas comment ça va évoluer au niveau de la masse salariale, on a préféré mettre en provision 25 000 € en plus en masse salariale. On ne le dépensera peut-être pas, mais on préfère être tranquille pour éviter d'être bloqué en fin d'année. Sur ces deux dépenses supplémentaires qui sont les 30 000 et les 25 000, nous avons des dépenses imprévues qui sont diminuées de 20 000 pour pouvoir équilibrer l'ensemble. Et en recette, alors nous avons un petit 0,1 centime, c'est par rapport au résultat de fonctionnement, il y avait une petite coquille dont le trésorier nous a demandé de la rectifier. Donc on diminue notre recette de 1 centime et qu'on diminue aussi en dépenses imprévues de 1 centime. Ensuite, au chapitre 77, nous avons un produit exceptionnel d'hiver. Alors ça correspond au remboursement de l'assurance pour les Velux, pour 30 000. Et nous avons un remboursement sur rémunération du personnel de 5 000. Ce compte est toujours minoré en début d'année et par rapport à les remboursements susceptibles qu'on peut percevoir. Donc là, on en a un peu plus que ce que l'on avait prévu, donc on augmente ce compte.
Et en tout, la section de fonctionnement augmente de 34 999,99 € en dépenses recettes et la section de fonctionnement augmente d'investissement augmente de 32 866,04 €. Avez-vous des questions, des interrogations? Non, pas de questions. Pas d'interrogation. Bon, je vais demander au maire de faire procéder au vote. Alors, concernant ces deux modifications, oui, qui est contre? Qui s'abstient? 6. 21 pour. Je vais redonner, avant de clore quelques informations, je vais redonner le micro à monsieur Yann Lubic. Je reprends la parole juste pour apporter une précision par rapport au patrimoine de la commune. Voilà. Comment? Une réponse. Voilà. Que celui-ci avait diminué par rapport à 2013. Alors là, je vous présente les comptes de gestion. Ce sont les documents officiels de la mairie et du Trésor public, c'est-à-dire de l'État, du représentant de l'État, qui nous dit que notre actif net, je précise bien net, c'est-à-dire après amortissement, tout ce qui a été cédé, en 2013 était à 17 596 600. Et au 31 décembre 2019, le patrimoine actif net est de 20 496 020. C'est-à-dire une augmentation entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2019 de 2 899 420 €. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire, c'est juste une précision que j'apportais. Ouais, c'est un échange qu'il y avait eu au dernier conseil et qu'on s'était engagé à amener un élément de réponse sur ce point-là qui a été discuté. Voilà. Une dernière information avant de clôturer du coup ce conseil municipal. Nous avons eu la réponse du tribunal administratif concernant la protestation, je vous le dis tel que c'est marqué, de Madame Pasquale et autres concernant les élections municipales. La décision du juge, la protestation de Madame Pasquale et autres est rejetée. Je tenais à vous donner cette information puisque l'information de cette procédure ayant été communiquée dans le plan ZAMAG, il me semblait important que tout un chacun puisse savoir où on en est aujourd'hui. Voilà. Je vous propose donc de clôturer ce conseil. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Oui. Ce qui serait intéressant, puisque c'est filmé dans le proposera un article dans le Oui, je disais, ce qui serait intéressant, puisqu'on aborde ce sujet, ce serait peut-être de lire ou d'écrire ce qui est précisé par rapport à la requête, aux moyens juridiques que nous avions évoqués, qui était la non-régularité du bulletin de vote. Pour cela, moi je n'ai pas prévu d'amener, je n'ai pas sous les mains le document, mais j'ai en tête la phrase qui est celle qui est écrite par le tribunal et qui indique très clairement que nous étions fondés à déposer un recours en ce sens. On est d'accord ? Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous, comme toute commune et comme toute liste, cette requête est fondée. Voilà, que, à tort ou à raison, peu importe, voilà, le principe
existe et il est fondé. Je souhaitais simplement ce soir, non pas revenir sur le contenu ou faire une polémique ou quoi que ce soit, c'est une information qui avait été communiquée à la population et qu'il est important qu'ils aient la réponse à cette question, enfin cette procédure dont ils avaient été tenus informés. C'était juste ça, c'est pour ça que je m'en suis tenu pour ma part, non pas à des commentaires, mais simplement à lire la phrase qui était posée sur la décision du juge. Voilà. C'est pas un commentaire de ma part, c'est l'écrit du tribunal. Oui, mais alors on peut tous reprendre les écrits du tribunal, on peut reprendre plusieurs phrases. Voilà, l'objectif ce soir, c'était simplement de tenir informé la population. Après, libre à chacun et à chacune des listes de faire part de plus d'informations s'il le souhaite à l'ensemble de la population, ça, c'est pas un problème. Chacun est libre de communiquer, diffuser autour de cette procédure qui était existante. Je vous le redis, l'objectif pour moi ce soir n'est pas de faire une polémique, d'ailleurs ça n'a jamais été l'objectif pour ce qui nous concerne depuis ces élections, c'était simplement de donner le résultat de la décision du juge, simplement sans rentrer dans les discours et les débats. Voilà. Sur ce, je vous remercie tous une nouvelle fois d'avoir participé à ce conseil et il est à présent clôturé. Merci à tous, bonne soirée.